François Martin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. François, tu es un analyste politique spécialisé en relations internationales, un Oui, essayiste. oui, Euh, c'est un plaisir toujours de te recevoir avec nous, d'entendre tes constats concernant les événements au niveau international. merci. C'est un plaisir partagé. Et nous avons la conviction que de plus en plus, l'Afrique est devenue le terrain favorable de confrontation entre les forces internationales. Comment tu qualifies ça? Comment tu expliques ça, François? Ben, alors, c'est très simple. D'abord, je précise une chose, c'est que dans mes 40 ans de commerce international, euh, euh, en fait, j'ai plus de 40 ans, j'ai presque 70 ans d'international, puisque je suis né en Afrique, au Congo, j'ai vécu au Sénégal, au Maroc, et ensuite, enfin, j'ai vécu en Espagne, j'ai vécu au Brésil. Mais après, j'ai fait 40 ans de commerce international, et l'essentiel, j'ai fait 100 pays, plus de 100 pays, mais l'essentiel, c'est l'Afrique. Donc, je pense que je connais bien l'Afrique. J'ai été pratiquement dans tous les pays, pratiquement, hein. Il y a quelques pays que je ne connais pas, le Rwanda, mais par exemple, j'ai été au Burundi, en Afrique du Sud, toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, je connais. Donc, je pense que j'ai un certain recul pour en parler. Alors, la remarque initiale que je te ferai, c'est que aujourd'hui, on est dans ce que j'appelle le temps des fractures, qui va être le titre du livre que je suis en train de préparer. Et le temps des fractures, c'est le temps des fractures entre le Sud et le Nord. Et aujourd'hui, si tu veux, ça affecte tous les pays, non seulement l'Afrique, mais également l'Asie, l'Amérique latine, puisqu'on a vu que Lula a dit qu'il a pris fait et cause pour la Russie, etc., alors que l'Argentine a pris fait et cause pour les États-Unis. Donc, ce n'est pas étonnant. Alors, en plus, comment ça s'appelle? Ça se met dans un contexte, il se surajoute un contexte qui est un contexte de la puissance coloniale française, comme on sait, qui est en train de perdre pied en Afrique pour un certain nombre de raisons, mais pas forcément pour d'autres. Je vais préciser les choses parce que je pense que c'est important de préciser ça. J'étais hier, par exemple, à la journée annuelle du comité du Conseil français des investisseurs en Afrique, qui s'appelle le CIAN. Et ben aujourd'hui, tu t'aperçois que, si tu veux, la France reprend pied sur le plan commercial, économique, etc. C'est pas du tout la bérésina comme on peut le dire. Donc, il faut nuancer un peu les choses entre ce qui se passe sur le plan politique qui, à mon avis, dû à des erreurs stratégiques que nous faisons, et ce qui est sur le plan économique et également sur le plan social, qui est plus dans la durée et moins catastrophique, je dirais, que ce que nous voyons. Mais globalement, pour répondre à ta question, non, je ne suis en aucune façon étonné du fait que l'Afrique soit un des champs clos de euh, euh, de cette fracture du monde que nous voyons ailleurs. Ce qui serait étonnant, c'est que ça ne soit pas le cas. Voilà. Alors, on peut détailler après, selon ce qui se passe Oui. actuellement. Voilà. Et comme tu sais, François, l'Afrique a été toujours le terrain aussi classique, hein, classique et exclusif de la diplomatie américaine et française. Oui, Ces deux sont en train de perdre d'influence de oui, plus en plus oui, avec les coups d'État patriotiques, avec les ruptures des partenariats géostratégiques, militaires, etc., oui, oui, avec la naissance des autres types de partenariats, des autres partenaires, les Russes, les oui, Chinois, les Turcs, les Iraniens aussi, oui. Les Marocains qui ont beaucoup d'importance, les Marocains qui prennent beaucoup d'importance en partiellement, Afrique, les les Tunisiens Émiratiens, qui en avaient aussi sur le plan économique, et même les pays du Golfe. Parce que si tu les veux, Émiratiens, les aujourd'hui, Qataris. le terrorisme que tu vois, il n'est pas alimenté, ce n'est pas un tourisme local, c'est un tourisme qui est financé sur le plan international. Tourisme, le terrorisme, c'est un terrorisme importé et financé essentiellement par des pays comme le Qatar. Donc, si tu veux, C'est pas, par ça, exemple, la c'est très important de voir ça.
la guerre au Soudan, on parle de l'implication de l'Émiratie dans cette guerre civile qui ravage des milliers, des victimes aussi. Mais bien sûr, mais même moi, j'ai vu changer le Nigeria, j'ai vu changer le Niger, le Mali, au fur et à mesure, avec des immenses mosquées qui ont été construites. C'est pas le Niger, ni le Mali, ni le Tchad qui ont financé des immenses mosquées tu vois. Donc, il y a beaucoup d'argent depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans qui se sont déversés en provenance des pays islamiques qui ont islamisé ces régions. Donc, il y a vraiment un champ clos. Ça ne Mais va pas dire, pour revenir François, à ce que tu que dis, le oui, mosquée, ça ne va pas dire que le mosquée est relié avec le terrorisme. Il y a la doctrine et la déviation des lectures de l'islam, pour ne pas confondre. Hein. oui, mais attends, Abdeljelil, nous ne sommes pas, toi et moi, nous ne sommes quand même pas je dirais, des enfants de cœur. Et nous savons très bien que quand tu arrives, tu es un pays étranger, que tu viens avec une grande mosquée, tu fais aussi de la pression politique par derrière. Tu fais pas juste, tu n'offres pas une mosquée si tu ne demandes pas en contrepartie, si tu ne finances pas des mouvements qui peuvent influencer les choses dans le sens de tes intérêts politiques et politico-religieux, je vais dire. Mais pour revenir à ta question de base, moi, il y a deux éléments, un ancien et un récent, comment dire, qui vont illustrer absolument ce que tu dis. L'un, c'est la question du Rwanda. J'ai écrit en 2021 un article sur le Rwanda en disant que le Rwanda n'est pas une opération rwandaise, mais c'est une opération américaine derrière pour conquérir le Zaïre. Parce que ce qui intéressait les Américains, qui ont, je te rappelle, été les assassins de Patrice Lumumba à l'époque pour mettre en place Mobutu, c'est de récupérer le Zaïre, parce que le Zaïre est un immense pays, c'est la clé de la maîtrise politique de toute l'Afrique centrale, là où il y a le pétrole, les minerais, etc., etc. Or, si tu veux, j'invite les auditeurs à ce titre à aller écouter l'interview extrêmement intéressante qui a été faite la semaine dernière sur Géopolitique Profonde TV par le colonel Jacques Hogar, qui est un militaire qui a lui-même qui a servi et qui a écrit un livre sur le sujet et qui montre à quel point toute cette accusation contre la France a été totalement orchestrée par les Américains parce que ça a eu deux objets. L'un, c'est un Oui, accord entre les Américains et Kagame. Comment? même lui, personnellement, il a été accusé Bien d'avoir sûr, bien sûr. ses Mais si tu casques. veux, il y a deux objectifs principaux et là, on arrive à notre sujet. L'un, c'était de conquérir le Zaïre, ce que finalement ils n'ont pas fait parce que Laurent Désiré Kabila a résisté, il a été assassiné, etc. Et finalement, ils ont gardé la main sur la région des Grands Lacs où il y avait les minerais, avec la complicité euh, euh, des Anglais et des Israéliens. Chose que les gens ne savent pas, parce que moi qui étais au Zaïre, je sais qu'il y a une très forte communauté d'affaires au Zaïre. Le Zaïre est très influencé par Israël. Donc, tous ces mafieux, je dirais le mot, puisque c'est volé, c'est des marchandises qui sont volées au Zaïre et qui sont vendus ensuite par le Rwanda, alors que le Rwanda ne possède pas le coltan et ses minerais. Il n'en possède pas, il les exporte. Au vu et au su de la communauté internationale qui n'a jamais été dire à M. Kagame, rendez ce qui ne vous appartient pas. Au contraire, on va faire des affaires là-bas, etc. Mais bon, je ne rentre pas dans le détail. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ressort aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Donc, tu constates qu'il y a une perte d'influence américaine, puisque normalement, cette espèce de prédation infâme qui a provoqué peut-être une dizaine de millions de morts dans l'indifférence générale dans l'Est du Zaïre, parce que là-bas, c'est pillage, viol, massacre, etc., etc. Mais les caméras vont pas regarder comment ça se passe, tu vois. Donc, une partie de la communauté internationale a volé, pillé ce pauvre pays, et l'autre partie de la communauté internationale a tourné les yeux. Et moi, j'ai fait un article en 2021 en expliquant tout ça. Et je vois qu'aujourd'hui, ça ressort. Donc, ça veut dire que les Américains n'arrivent plus à maintenir la chape de plomb.
Et l'autre élément, c'est qu'ils viennent de se faire chasser du Niger, où ils avaient intelligemment, plus intelligemment que les Français, au moment où il y a eu la crise du Niger, les Français imbéciles ont été demandés à l'OUA d'envoyer des troupes au Niger pour chasser les putschistes. Mais ce sont des Haoussas au sud de la frontière et au nord de la frontière. Parce que moi, j'ai fait cette région en voiture, donc je sais très bien. Donc, on ne va pas demander aux Haoussas du Nigeria d'aller tirer sur leurs frères, les Haoussas du sud du Niger. Tu comprends? Ça ne tient pas la route. Mais nous, on a été demandé ça à l'OUA. Tu vois? Mais les Américains avaient dit oui, mais vous, c'est votre affaire. Les Français, ils sont allés avec les Français. Et puis, les Américains avaient une base très importante. Et puis, les Français ont été chassés dans les conditions qu'on sait, mais les Américains étaient restés. Et ensuite, les Américains, pensant que eux, ils pouvaient dicter leurs conditions au Niger, on dit au Niger, ben maintenant, vous vous confirmez, on est d'accord pour rester, mais vous, de votre côté, on vous protège, et vous respectez la démocratie, etc., etc. Donc, ils ne s'attendaient pas du tout à ce que l'actuel dirigeant du Niger, le colonel, comment il s'appelle, Tiani, les a mis dehors. Voilà. Donc, il y a un changement de rapport de pouvoir très net. À une époque, il y a quelques années, jamais aucun pays n'aurait osé mettre les Américains dehors comme ça, avec effet immédiat. Or, il l'a fait. Et pourquoi il l'a fait aussi? Parce qu'il sait que derrière, il a l'appui des Russes. Voilà. Alors, les Russes, si tu veux, alors, je ne m'étends pas sur la France, parce qu'on connaît la perte de pouvoir de la France au Mali, au Burkina, au Sénégal récemment, au Niger, bon, c'est catastrophique. Ce qui ne veut pas dire que la relation des peuples ni des affaires avec la France soit mauvaise. Il faut séparer les deux choses. Mais il y a une stupidité du président actuel totale. Rappelle-toi l'épisode du Burkina Faso, c'est jamais passé ça. Ce n'est jamais passé de demander au président d'aller réparer la climatisation de l'université au Burkina Faso devant tout le monde. Enfin, ce jour-là, Macron s'est fusillé définitivement avec toute la communauté africaine. Mais si tu veux, même avant ça, il y avait les erreurs que l'on a faites à l'époque au Mali. En quelques mots, il existe un théoricien des guerres de contre-insurrection qui s'appelle David Galula, dont je crois qu'on a déjà parlé. Et la thèse de David Galula, c'est ce qu'on appelle le civilo-militaire, c'est-à-dire quand tu veux combattre des insurgés, il ne faut pas que tu fasses que du militaire, il faut que tu fasses du civilo-militaire, c'est-à-dire tu vas voir les gens et tu leur dis, écoutez, ces insurgés, ils sont méchants, nous on est gentils, on vous refait la route, on vous fait le dispensaire, on vous fait le puits, on vous fait ci, on vous fait ça, mais il faut une politique de réhabilitation civile qui dure 10 ans. Tu ne peux pas faire que du militaire, sinon les insurgés sont plus forts que toi. Parce qu'ils viennent et à chaque fois, si tu veux, ils maintiennent l'insécurité jusqu'à ce que la population dise un jour, ben, on en a marre de vous parce que vous dites que vous nous défendez, mais vous partez le soir et le lendemain matin, c'est les insurgés qui sont venus et qui égorgent ceux qui vous ont aidés. Donc, on a voulu faire du Galula sans appliquer Galula. C'est-à-dire, on a réussi une opération militaire qui était assez bien montée, mais derrière, tout le volet civil, civilo-militaire, ce qu'on appelle civilo-militaire, n'a pas été fait. Donc, on s'est fait chasser. Et moi, je le savais dès le début. Je me suis dit, si on fait comme ça, de même, il y a eu, comme tu sais, des effets de pacification, parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher parmi les insurgés ceux qui sont prêts à venir pactiser avec le pouvoir en place pour qu'ils trahissent les autres, de façon à ce que tu élimines les, les plus radicaux. Et il y avait eu donc les accords d'Alger qui avaient été signés à cette époque, avec l'un des chefs Touareg, je ne me souviens plus lequel, et la France n'a pas ratifié les accords d'Alger. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur que dans le nord du Mali, ça soit du coup l'Algérie qui prenne trop d'importance. Donc, elle a essayé de se débrouiller toute seule, mais elle n'en a pas mis les moyens. Et elle n'a pas réussi à trouver avec l'Algérie
un canal, si tu veux, de compréhension et d'amitié tel que ça fonctionne. Donc, on a fait beaucoup d'erreurs politiques, voilà, sans rentrer plus dans les détails. Et c'est la marque d'une perte, d'une perte d'importance. Voilà. Or, et c'est ça qui est important, tout le monde sait, et hier, à la réunion du CIAN, ça a encore été affirmé de tous les côtés, que dans 30 ans, dans 50 ans, c'est l'Afrique qui sera le premier continent du monde. Parce que dans 30 ans, elle a 1,8 milliard ou 1,5 milliard, il y aura 2,5 milliards. Aujourd'hui, paraît-il, il y a 3 villes ou 4 villes qui font plus de 10 millions d'habitants. On pense que dans 20 ans, il y en aura 15. Donc, tout le monde aujourd'hui va s'installer en Afrique. Et toutes les entreprises disent c'est l'Afrique, le continent où il faut absolument investir si demain on veut avoir des relais de croissance. Ceux qui ne le font pas aujourd'hui, demain, seront hors du circuit. Mais le problème, c'est que nos entreprises y vont en même temps que nos pouvoirs politiques se font mettre dehors. C'est ça le paradoxe, quoi, hein. Oui, Voilà un peu ce que je pourrais dire. oui. Des sources, François, des sources associatives, surtout, des sources qui œuvrent dans le domaine de droits de l'homme, etc., proches du gouvernement français ou américain, parlent de l'exploitation, d'une exploitation chinoise, la Chine en train d'utiliser l'Afrique pour ses intérêts. Les Africains disent, au moins les Chinois, ils nous respectent, ils nous donnent, ils nous forment, etc. Et ils parlent aussi d'une colonisation russe. Les Russes gèrent Oui, alors, quelques voilà. territoires africains à travers les groupes Wagner. Oui, 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 oui. On parle de violation, Non. des assassinats en Afrique du Sud commis par des groupes russes. Au Mali aussi, j'avais reçu depuis quelques jours aussi un opposant malien qui parle de l'implication des Russes dans la liquidation physique de quelques opposants. Quelle est ta réponse, François? Alors, je ne sais pas ce qu'il en est exactement des Wagner. Ce dont je suis sûr, c'est qu'on ne manque pas d'exploiter dans la guerre psychologique et médiatique, d'accuser Wagner de ci, de ça. Il faudrait voir ce qu'il en est dans la réalité. Et j'en sais rien. Ce que je peux dire, c'est que si tu veux des exactions, je ne pense pas que l'armée française en ait commise, mais par contre, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas des groupes paramilitaires et des barbouzes français qui en aient pas commis également dans le passé. Donc, il faudrait regarder si nous-mêmes, on est aussi blancs que ça. Et je suis probablement, on ne l'est pas. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, les gouvernements africains ont une certaine appétence, en tout cas ceux qui veulent changer un peu de crèmerie, comme on dit, avec les Russes, parce que les Russes représentent pour eux, comment dire, historiquement, un pays qui a aidé à la décolonisation. Et ça, c'est important. À l'époque où tous ces pays étaient plus ou moins socialistes, ils ont aidé à former certaines élites, etc., etc. Il y a, si tu veux, un rapport historique. Euh, lequel rapport historique, d'ailleurs, dans la réalité, c'était pas si simple que ça. Je raconte une petite anecdote. J'ai été une fois en Guinée. J'ai été un des derniers à serrer la main de Sékou Touré avant qu'il meure d'un cancer aux États-Unis, parce que j'étais dans une délégation et j'ai assisté à donc. Et après la réunion avec Sékou Touré, on a eu une réunion à l'ambassade. Je ne t'ai pas raconté cette histoire encore, non, je ne te l'ai pas raconté. Je te l'ai raconté, non? Non, non, à l'ambassade, et il y avait l'ambassadeur de France avec une coupe de champagne, et il y avait Ismaël Touré, le frère de Sékou, qui était celui qui était l'ordonnateur des affaires, etc., etc. Et ils avaient tous les deux la coupe de champagne, et moi j'étais là, je les écoutais, et Sékou Touré disait, mais monsieur l'ambassadeur, enfin monsieur l'ambassadeur, on vous accuse de pillage, de vol pendant la période de colonisation. Mais si vous saviez ce que nous ont piqué les Russes pendant la période où on a été, après l'indépendance, appuyé par les Russes,
mais ils nous ont piqué plus de matières premières en l'espace de 20 ans que vous pendant les 100 ans de la colonisation. Et ils rigolaient, ils se tordraient de rire, et l'ambassadeur aussi. Donc, ils n'avaient pas disons, ils ne se faisaient pas d'illusions sur la façon dont les Russes avaient exploité les pays avec lesquels ils avaient travaillé. Voilà. Mais il n'en reste pas moins que les Russes ont gardé un peu cette image. C'est pour ça que quand Macron disait lors d'une conférence qu'il a faite, je ne sais pas où, au Cameroun, je crois que c'était au Cameroun lors d'un de ses voyages, que les Russes étaient des colonisateurs, mais ça faisait hurler de rire tout le monde parce que dans l'image de la plupart des pays du Sahel et d'Afrique centrale et d'Afrique occidentale, les Russes ont plutôt une image de décolonisateurs plutôt qu'une image de colonisateur. C'est ça. Alors, le volet chinois est très différent. Si tu veux, les Chinois n'ont pas du tout une approche amicale. Ils ont une approche business. Mais si tu veux, eux, ce qui les intéresse, c'est de vendre le plus de leurs produits et d'acheter le plus de matières premières. Le reste, ils s'en foutent. Par exemple, je peux te donner un exemple avec comment ça s'appelle, avec l'Angola, où ils avaient livré contre des champs de pétrole, des concessions de pétrole, on leur avait demandé de livrer une cimenterie. Donc, d'abord, ils ont fait venir des prisonniers chinois pour pas employer les locaux parce qu'ils les aiment pas et ils considèrent que c'est pas des bons travailleurs. Donc, ils avaient employé, donc, du coup, emploi local zéro et ils ont construit une énorme cimenterie magnifique, mais ils n'ont jamais construit la route. Donc la cimenterie, elle a pourri sur pied au milieu de l'Angola et elle ne sert à rien. Mais ils ont obtenu, en contrepartie, ils ont obtenu les champs pétroliers dont ils avaient besoin. Donc si tu veux, c'est du commerce prédateur, je dirais plus. En contrepartie de ça, le système de la France, hier, il y avait une des entreprises françaises qui s'appelle le groupe Novotel, etc. Tu vois, les hôtels, ils ouvrent des dizaines et des dizaines d'hôtels parce qu'ils se disent quand il y aura 2,5 milliards d'habitants, toutes les classes moyennes qui sont en train de se développer actuellement, elles feront du tourisme et des affaires d'un pays à l'autre, elles iront visiter le Cameroun quand ils viennent de Centrafrique ou du Nigeria, etc., et réciproquement, etc. Donc ce pays aura besoin de milliers, tous ces continents ont besoin de milliers d'hôtels. Et il dit, on sait qu'on va perdre de l'argent pendant 10 ans, peut-être pendant 15 ans, peut-être pendant 20 ans. Mais on s'en fiche parce qu'on ne peut pas ne pas y être. Parce que l'eau, quand on veut s'installer quelque part, l'électricité ne fonctionne pas, l'eau ne fonctionne pas, on n'arrive pas à trouver les électriciens de qualité, on n'arrive pas à trouver les logisticiens de qualité, les chaînes de froid ne fonctionnent pas. Donc, c'est très compliqué, mais tout ce travail-là, on le fait. Les Chinois, ça ne les intéresse pas de faire ça. Et les Russes non plus, d'ailleurs, parce que les Russes, ce qui les intéresse, c'est la sécurité militaire essentiellement. Mais si tu veux, ce travail de fond, nous, on continue à le faire. Donc, moi, je ne suis pas très inquiet sur le plan des rapports entre la France et l'Afrique. Je pense que je suis inquiet sur le plan politique parce que nos politiciens sont des imbéciles et qui ne comprennent rien. Et ils ont fait une erreur énorme à une époque, c'est ils ont supprimé, ça c'est Chirac, le ministère de la coopération pour le regrouper avec le système, avec le ministère des Affaires étrangères. Mais quand tu sais que tu as un continent qui va faire 2,5 milliards d'habitants, tu comprends, et que tu as un ministère qui est chargé que de ça, avec des spécialistes qui connaissent, qui ont des contreparties africaines qui connaissent, etc., tu ne vas pas supprimer ça. Tu vois, c'est ridicule. Ce qu'on a fait est ridicule, mais il n'en reste pas moins que nous avons ces relations, ces qualités de travail. Il y avait autrefois, il y a quelques années, 700 entreprises françaises installées à Abidjan. Maintenant, en quelques années, aujourd'hui, il y en a 800. Donc, voilà, je pense qu'il y a 1500 ou 2000 ou plus d'entreprises françaises en Afrique. Il y a le groupe Castel avec la Somdia qui investit dans l'agriculture. Il y a tout ça. Donc, il faut bien aller dans le fond des choses
avant de tirer des conclusions du genre où on est très bon, où on est très mauvais. C'est plus complexe que ça. Ce qui est Merci. sûr, c'est que sur le plan géopolitique, on n'est pas dans le sens du vent. Mais ça, c'est à nous de changer notre regard et notre discours. Nous avons affaire à des gens, à une nouvelle génération qui veut prendre le pouvoir, qui veut faire quelque chose de son pays. Eh ben, il ne faut pas leur donner de leçons, c'est tout. Il faut venir avec des propositions concrètes. De quoi avez-vous besoin? Vous voulez du développement? Nous, on veut faire des affaires. Qu'est-ce que vous avez à proposer? Et nous, qu'est-ce qu'on a à vous proposer? C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Merci infiniment, François Martin, Voilà. d'avoir Si accepté je notre peux invitation. résumer un peu les choses en quelques mots, tu vois. Oui, 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 bien sûr. Euh, Voilà. Merci infiniment, François, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de te recevoir toujours. Voilà. Merci. Alors, juste un mot par rapport à ça. Je ne pense pas aujourd'hui que les conflits ukrainiens, comme on est en train de faire un truc disant, ah oui, mais Poutine cherche un deuxième front contre nous, parce que l'Ukraine, Poutine, il vient là parce qu'on est trop bête et qu'on se fait mettre dehors. Hein, c'est pour ça. Tout qu'on dit souvent que Poutine est en train de déplacer le conflit, soit vers Mais, Gaza mais, avec mais c'est la ridicule. collaboration de l'Iran, Hezbollah et ses alliés, ou il est en train aussi de déplacer le conflit vers l'Afrique avec les coups d'État, les chefs des coups d'État patriotiques. Qu'est-ce que tu dis sur ça? Non, Deux mots avant. je crois pas. Si tu veux, les relations internationales, c'est une affaire aussi d'influence. Bon, si on n'est pas capable d'avoir une influence, eh ben, c'est les autres qui prennent notre place. Si tu veux, ça marque plus notre affaiblissement, nous, qu'une volonté de Poutine de se venger contre nous parce que on est méchant avec lui en Ukraine. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, tu vois. Merci, merci, c'est Voilà, clair. mon cher ami. Merci beaucoup, François. À la prochaine rencontre. À Merci. À la prochaine. bientôt, avec plaisir, avec Merci, plaisir. François. Au revoir.